Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, Merci d'être avec nous sur Merci à France Info. Bonjour Majid Kiat. Bonjour Agathe. On va parler, Thomas Ménager, de vos propositions pour le pouvoir d'achat, de la ligne économique du Rassemblement national à l'approche de 2027. Mais d'abord, l'inquiétude alors que le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit. Le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné, alerte sur un risque de pénurie. La ministre déléguée à l'énergie lui a répondu hier sur France Info. Il n'y a, à l'heure où on se parle, aucun risque de pénurie sur l'essence, aucun risque de pénurie sur le diesel, aucun risque de pénurie sur le kérosène pour les semaines à venir. Nous avons des stocks stratégiques, nous avons donc encore plus de 3 mois de stock pour pallier à d'éventuelles difficultés d'approvisionnement. Nous avons largement diversifié nos approvisionnements et nous sommes bien moins dépendants du Moyen-Orient que ce que peuvent l'être, par exemple, certains pays d'Asie. Alors, on a entendu Maude Bréjon. Est-ce que vous êtes rassuré, Thomas Ménager ? En fait, ils disent pas la même chose. À court terme, demain, bien entendu, il n'y a pas un risque urgent de pénurie. Mais dans les prochaines semaines, si la situation, et malheureusement on est parti pour que ça dure, semblerait que les négociations n'avancent plus, voire malheureusement qu'on aille sur une reprise de manière plus intense du conflit. Il y a un risque parce qu'on a affaibli aussi nos capacités avec un nombre de raffineries qui a diminué sensiblement. On n'a plus que 7 en France, on en avait plus d'une vingtaine dans les années 75. On était jusque dans les années 2000 totalement indépendants en termes de raffinage. Aujourd'hui, les produits raffinés, on a besoin de les importer. Et quand il va y avoir des tensions, les pays dont on dépend, non pas uniquement pour la matière brute, mais aussi pour la capacité de traiter ces produits pétroliers, d'avoir des produits raffinés, aujourd'hui, on a 30% de ces produits qui doivent venir de l'étranger. Mais on a des stocks, dit la porte-parole du Oui, on gouvernement. a des stocks, mais déjà les stocks, quand on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter, on ne peut pas totalement lâcher nos stocks. Parce que si à un moment, il y a un stop total, il faut bien qu'on puisse aussi, pour un certain nombre de secteurs prioritaires, et vous savez que gouverner, c'est prévoir. Si on libère totalement nos stocks, qu'on les utilise et qu'on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on a utilisé ces 3 mois, il y a une gestion du stock aussi dans une période de forte instabilité qui doit être prudente. Emmanuel Macron n'a pas caché ou mis en scène son agacement lundi en marge d'un déplacement dans l'Ariège. Le président de la République, il dit « On se bat pour que le prix de l'essence diminue. Il faut qu'on rouvre ce fichu détroit », ce sont ses mots. Est-ce que vous reconnaissez le fait pour que le président de la République, eh bien, il a tout fait pour rouvrir ce fichu détroit ? Il a raison. Le vrai sujet, c'est ça, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et nous l'avons dit depuis le début, on a de nombreux désaccords avec Emmanuel Macron, de nombreux désaccords sur la gestion macroniste de la crise de pouvoir d'achat en France. Mais malheureusement, il ne peut pas faire plus. Et la diplomatie française et Emmanuel Macron, je pense, sont à pied d'œuvre pour essayer de participer à rouvrir ce détroit. Donc mais vous reconnaissez que le président est à pied d'œuvre et qu'il vous savez, fait quand il y a une crise internationale, je pense qu'il faut être au-delà des combats politiques internes. Je pense que le président de la République, je le souhaite, je l'espère et je le pense, avec la diplomatie française, c'est pas le président de la République tout seul, sont à pied d'œuvre. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui concerne avant tout les États-Unis et l'Iran, l'Israël aussi, et qu'on est un petit peu loin de tout ça, et que malheureusement, la voix de la France, elle est affaiblie depuis un certain nombre d'années, et je pense que même s'il fait tout ce qu'il peut, ça n'aura pas forcément un impact. Donc vous dites qu'à ce stade, le président de la République ne peut pas faire plus sur le sujet. Il y a eu cette réunion avec les partenaires, notamment les Britanniques, au sujet d'une future sécurisation du détroit. Nous, on ne fait pas de la politique politicienne. Je pourrais vouloir taper sur Emmanuel Macron sur tous les sujets. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels nous avons des profonds désaccords, et il ne fait pas le boulot. Et il ne l'a pas fait, il a mis notre pays dans une situation catastrophique pour nos compatriotes. Et pour être unis quand il y a une crise internationale, voilà, je l'appelle à continuer et je remercie la diplomatie française qui, je sais, est à pied d'œuvre. On vous entend sur ce sujet. Sur le sujet des aides proposées par le gouvernement, une nouvelle aide pour les gros rouleurs a été annoncée. 3 millions de Français modestes vont bénéficier d'un coup de pouce de 20 centimes par litre. C'est un nouveau ciblage parce que les caisses sont vides, explique l'exécutif. Ça, c'est pas assez pour vous en revanche ? Alors déjà, il faut lire les petites lignes, c'est comme dans les contrats d'assurance. Ça sera peut-être à partir de fin mai si la plateforme est disponible. Ça fait déjà 2 mois que les gens qui galèrent, qui n'ont pas d'argent, vont à la pompe, n'arrivent pas à mettre 5 euros, 10 euros, n'arrivent plus à se nourrir pour un certain nombre, étaient déjà en difficulté. On a déjà eu une crise de pouvoir d'achat majeure dans notre pays ces dernières années. Donc, je pense qu'on a surtout un gouvernement en fait, qui gagne du temps. En fait, ils espèrent
que le détroit d'Ormuz va être ouvert, et on est d'accord, en se disant, on va faire le plus longtemps possible, on va jouer la montre, et on verra au mois de juin. Sauf que là, il y a des gens qui, à la fin du mois, je le vois dans le Loiret, dans mon département, qui ne s'en sortent plus, qui n'arrivent plus à faire le plein, qui sont obligés de faire des choix majeurs pour leurs enfants, pour leur vie, pour leur santé. Et donc, mais on peut se permettre d'ouvrir les vannes. Non, mais enfin, dans tous les cas, les aides ciblées, on s'est rendu compte par le passé que ça marchait pas. C'était l'exemple qu'avait donné Jordan Bardella, qui avait reçu le chèque énergie. Parce que quand vous créez des usines à gaz, alors déjà, vous payez des gens qui vont devoir vérifier les dossiers, vérifier les critères. Vous créez une usine à gaz où certains qui le mériteraient n'y touchent pas. Il peut y avoir quelques petites erreurs, mais vous oui, mais avez compris le principe il y a des de erreurs. De deux, quand on met des systèmes comme ça crée un certain nombre de difficultés et de coûts de gestion. Et puis surtout, nous, on considère que c'est un produit de première nécessité. On considère que même ceux qui sont peut-être dans les classes moyennes ont besoin aussi d'avoir cette aide, ce soutien, parce que derrière, c'est aussi une vision de l'économie que nous avons. Quand vous redonnez du pouvoir d'achat en baissant la fiscalité sur le carburant, les gens, ils vont pas forcément le mettre sur leur épargne. Ils vont investir, ils vont consommer, ils vont aussi, ces aides, profiter aux entreprises. Donc vous voulez baisser la TVA de 20% à 5,5%. 5,5%, ça coûte en gros 1 milliard d'euros par mois, ça fait une douzaine de milliards d'euros par an, que nous avons financé par deux éléments. Premier point, d'abord, la rebudgétisation, excusez-moi, ça fait partie des mots compliqués comme inéligibilité, rebudgétisation des CEE qui coûte 8 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est donné pour de la rénovation énergétique, mais nous avons un autre dispositif. C'est l'argent qui va vers la transition écologique. Voilà, que nous avons un autre dispositif avec des prêts de long terme, un dispositif qui s'appelle 100% Rénov pour la transition environnementale, la transition énergétique des bâtiments. Mais donc vous voulez subventionner l'essence pour tout le monde? Mais oui. Enfin, aujourd'hui, c'est c'est pas subventionné. Alors, il y a un débat qui est totalement à côté de la plaque pour moi, c'est de dire vous subventionnez les énergies fossiles. Vous savez, personne s'amuse à brûler du carburant, du fuel, à remplir sa chaudière à fuel de manière plus importante, à faire des kilomètres en plus. Dans tous les cas, même avec ces aides qui permettraient une baisse de 20 euros par plein, en gros 20 à 25 centimes par litre pour la partie fixe qui est la baisse de la TVA, c'est pas quelque chose qui va, dans tous les cas, accentuer la consommation d'hydrocarbures. Les Français, ils font au minimum et ils sont dans une sobriété qui est dans tous les cas contrainte aujourd'hui. On a les résultats de bénéfices de Total, notamment pour le premier trimestre 2026. Est-ce que c'est une piste d'aller sur la taxation, notamment des raffineurs? Alors, la taxation des surprofits et des profiteurs de crise, il va y en avoir à différents endroits. Comme à chaque crise, malheureusement, c'est la loi du marché. Malheureusement, ces entreprises, ces grands groupes sont pas dans une entreprise philanthropique. Donc, le rôle de l'État, c'est de veiller à ce qu'ils ne profitent pas de cette crise. Que ce soit les raffineurs, que ce soit les distributeurs. Nous avons toujours dit qu'il y a des... Près de 50% de hausse des bénéfices. Alors, il faudra regarder plusieurs choses sur ce point. Alors moi, je ne connais pas, les chiffres viennent de tomber. C'est la part qui est liée à la crise et la part qui est liée à l'activité et à l'intelligence collective de Total. Si Total investit notamment ses bénéfices majoritairement dans la transition environnementale, pour aussi moins dépendre des énergies fossiles dans les années à venir, qui est un enjeu majeur, bien entendu que c'est quelque chose qu'il faut leur laisser faire. Après, si c'est pour aller nourrir des actionnaires de manière honteuse, c'est-à-dire, bien entendu, c'est le concept, il faut qu'il y ait des actionnaires, il faut que ces actionnaires touchent des dividendes, mais il ne faut pas que ces dividendes soient disproportionnés au détriment des Français, au détriment de la transition. Ça, nous saurons aller les chercher avec la taxation des surprofits. Vous êtes en pleine opération séduction vis-à-vis notamment des patrons. On sait que Jordan Bardella a déjeuné avec des membres du bureau exécutif du MEDEF et c'était inédit. Il y a eu aussi ce dîner de Marine Le Pen avec des grands patrons du CAC 40. Vous pensez les séduire, ces patrons, en leur disant retour à la retraite à 62 ans et en même temps retour de la politique du chèque? Alors, vous savez, nous, on ne va pas mentir. Enfin, on ne va pas aller dire aux patrons ou à n'importe qui en France ce qu'ils veulent entendre. On leur explique notre programme. On leur explique l'équilibre de notre programme, la vision qui est celle du Rassemblement national qu'ont défendu Marine Le Pen et Jordan Bardella. S'ils sont convaincus, tant mieux. Et quand on regarde tous les sondages, tous les instituts de sondage le prouvent, chez les chefs d'entreprise dans leur globalité, on est aujourd'hui en tête. Si quelques patrons du CAC 40 ne sont pas d'accord parce que, par exemple, quand on va dire on va taxer les surprofits, ça ne va pas leur plaire, ou sur un certain nombre d'aspects, tant pis, on essaiera de les convaincre, on travaillera avec eux, mais on n'est pas là pour faire une danse du ventre en mentant
ou en travestissant quel est notre projet, on dit la vérité. Et notre projet, il repose sur la relance de l'économie, une vision pro-business, soutenir nos entreprises, réduire les normes, baisser les impôts de production, baisser un certain nombre de fiscalités, pour au final relancer l'économie, relancer l'emploi. C'est pas toujours aussi clair, Thomas Ménager, au Rassemblement national. Plus d'argent pour le soutien à l'État-providence. Et il y a un contexte qui évolue. D'ailleurs, vous vous appuyez souvent sur ce contexte qui évolue pour modifier un peu votre programme. Face à cette guerre qui coûte, qui dure, face aux menaces qu'elle fait peser sur la croissance, promettre la retraite à 62 ans, est-ce que c'est encore d'actualité ? Oui. Parce que ça coûte environ, alors ça dépend un certain nombre de chiffrages, mais même l'Institut Montaigne, on est autour de 15 milliards, c'est ce qu'avait dit quand on revenait sur la réforme Borne. Et ça, nous la finançons avec des économies. Nous la finançons avec des économies sur le train de vie de l'État, sur l'immigration, et nous la finançons aussi parce que, bien entendu, le système de retraite, aujourd'hui, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable parce que le taux d'emploi, la productivité, la natalité ne suit pas. Il y a un chiffre qui est du COR, du Conseil d'orientation des retraites. C'est pas le Rassemblement national qui le dit. Si nous avions le taux d'emploi des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il faudrait gagner 10 points de taux d'emploi, on est à 70%, on passait à 80%. Ce sont 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires par an. Ce qu'il faut faire, c'est pas faire en sorte que ceux qui travaillent aujourd'hui, qu'on emploie, travaillent encore plus longtemps, mais c'est que tous ceux qui dans notre pays ne travaillent pas de manière contrainte parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Pour certains, ça existe aussi parce qu'ils ne veulent pas travailler, donc il y a un équilibre à avoir, mais surtout parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, retournent travailler, qu'il y ait plus de monde qui cotise, plus de monde qui travaille pour pouvoir maintenir ce système. Pardon, ça a l'air simple quand vous le dites, mais déjà ce week-end, dans le journal du dimanche, Jordan Bardella, sur ce sujet des retraites, il reste extrêmement flou, alors qu'il détaille votre projet sur 2027. Il se contente de dire que le système actuel n'est pas viable. Donc, je viens de vous dire actuellement. Exactement, oui. Mais on se demande s'il n'est pas viable avec un âge à 64 ans, pourquoi il le serait à 62 ans. Et pendant les législatives en 2024, cette proposition des 62 ans, Jordan Bardella, il l'avait rangée sur l'étagère, en disant que le contexte économique ne le permettait pas. Il avait dit que ça ne serait pas la priorité, la première des priorités, parce qu'il y aurait d'abord un audit financier. Ce qui est certain, c'est que la situation du monde change. Aujourd'hui, notre projet, c'est celui-ci. Nous arrivons à l'équilibrer. Nous avons présenté notre contre-budget. Nous tenons ces équilibres. Je ne peux pas, et vous dites, vous avez changé régulièrement votre projet, c'est sûr que le monde change, la situation est catastrophique avec ces 3400 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous pouvons tenir cet engagement auprès des Français. Donc les 62 ans, ce sera dans le programme de 2027 du RN. Moi, je ne suis pas le candidat à la présidentielle. Marine Le Pen s'exprimera en temps utile. Mais aujourd'hui, et ce n'est pas à moi, s'il y avait un changement éventuel, de vous l'annoncer, je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Et s'il y en avait un, ça serait annoncé par Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, nous tenons ce programme, nous pouvons l'équilibrer. Quand nous avons fait nos réunions, que nous avons travaillé notamment au moment du contre-budget l'année dernière pour présenter quelle était la vision budgétaire du Rassemblement national, ça tient encore. Après, on est dans une situation d'une telle instabilité que c'est vrai que les choses peuvent bouger très rapidement. Dans un instant, Thomas Ménager, on va parler notamment de la situation des médecins étrangers en France et du renforcement des pouvoirs de la police municipale. Mais pour l'instant, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Sarah Ders. Au procès libyen en appel, Claude Guéant n'a pas digéré ce qui est plus qu'une trahison de Nicolas Sarkozy, pointe ce matin son avocat. Mais il n'y a pas de volonté de vengeance, assure le conseil de Claude Guéant. Nicolas Sarkozy doit être interrogé sur 2 écrits de son ancien collaborateur qui l'accuse d'avoir menti. Aux États-Unis, la justice s'attaque une nouvelle fois à l'ancien directeur du FBI, James Comey, bête noire de Donald Trump, accusé d'avoir menacé cette fois la vie du président américain sur les réseaux sociaux. Les ventes de carburant en France ont fortement baissé en avril, une baisse de la consommation de gasoil de près de 19% par rapport à la même période l'année dernière. Vague de chaleur, fonte des glaces, l'Europe a cumulé l'an dernier les situations climatiques extrêmes, montre un rapport publié aujourd'hui par l'Institut Copernicus. Le continent se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs. 5-4, victoire du PSG face au Bayern Munich hier soir, match aller aux airs de légende en demi-finale de la Ligue des Champions. Match retour le 6 mai prochain. France Info. Le 8-30 France Info, Majid Kiat, Agathe Lambray. Avec Thomas Ménager, député du Loiret et porte-parole du Rassemblement national, Marine Le Pen a donné une interview à l'AFP, Majid. Tout à fait, elle explique préférer se retrouver face au bloc central au second tour plutôt que face à la France insoumise pour, je cite, avoir la force d'une élection de choix plutôt qu'une élection de rejet.
ce sont les Français qui choisissent, normalement. Oui, non, mais on a dû lui poser la question. Vous préféreriez être face à Jean-Luc Mélenchon, ça serait plus simple. Nous avons toujours dit que déjà on choisissait pas, mais c'est vrai que d'un point de vue philosophique, la victoire serait entre guillemets plus belle, plus claire que par choix, par adhésion au programme du Rassemblement national, que par un rejet qui est aujourd'hui de plus en plus fort et légitime de Jean-Luc Mélenchon. Ça vous rendrait plus crédible, plus respectable de l'emporter face au Bloc central? Après, la légitimité, elle est issue des urnes. Dès lors que vous avez obtenu, c'est pour ça que par exemple, même quand on a combattu Emmanuel Macron, on n'a jamais remis en cause sa légitimité. Dès lors que vous êtes élu en vertu de la Constitution, vous êtes élu. Après, bien entendu, que ça a plus de force et un soutien populaire plus important, dès lors que c'est parce que votre programme a suscité l'adhésion, plutôt que quand ça a été par rejet. Mais toutes les élections, quelles qu'elles soient, il y a toujours une grosse part d'adhésion. Il peut y avoir aussi une part de rejet. C'est comme ça que marche la démocratie dans tous les cas. Le rapport sur l'audiovisuel public a été adopté de justesse, Thomas Ménager. Il sera publié lundi prochain. Son rapporteur, Charles Aloncle, c'est votre allié. Il est membre de l'UDR d'Éric Ciotti. Vous vous frottez les mains? Vous savez, il n'y a pas à se frotter les mains, parce que dire, ça n'a même pas de force de loi. Je me frotte les mains d'une chose, c'est que la démocratie parlementaire n'ait pas été piétinée, parce que globalement, même quand c'est un rapport de l'extrême gauche, même si c'était un rapport qui était à l'opposé de mes idées, je pense qu'il faut que ces rapports soient toujours publics, parce que quand il y a le poison du doute dans une démocratie, de choses qui pourraient être cachées, qui pourraient être dissimulées pour les Français, c'est ce qu'aurait été le sentiment si ce rapport n'avait pas été publié. Ce n'est pas une bonne chose, ça participe à la fracture de notre société. Et donc je considère qu'on doit surtout se poser la question d'évoluer. Qu'on puisse voter pour donner un avis sur le rapport, les députés, c'est une chose, mais qu'on puisse cacher un rapport, je trouve que ça n'a pas de sens. Thomas Ménager, c'est quand même une commission et un rapport qui ont été critiqués, qui étaient au cœur de l'actualité, même au sein même de cette commission. Écoutez ce qu'en disait le président de cette commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létus, sur France Inter hier. Alors, il a voté ce rapport par souci de transparence, mais il dit quand même il y a de lourdes réserves. Écoutez. Je me suis opposé au rapporteur. J'ai combattu ses méthodes, les calomnies. J'ai même suspendu la commission quand j'ai considéré qu'elle se transformait en tribunal politique. Je combats l'extrême droite. Je penserais que le rapport serait l'occasion de prendre de la hauteur de vue. Les Français pourront se forger un avis et une opinion sur les méthodes de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, c'est donner des gages à la gauche, c'est le concept du bloc central, c'est-à-dire qu'il a voté le rapport, il cherche à se racheter auprès de la France insoumise, du Parti socialiste. Moi, j'ai pas grand-chose à répondre, je considère que M. Patrier-Létus... C'est pas le seul à avoir mis en cause les méthodes de Charles Aloncle. Je veux dire, à un moment, ces méthodes, il a peut-être fait des échanges qui étaient musclés, mais à un moment, il a jamais manqué de respect, il a jamais appelé à une quelconque violence, il a jamais fait des attaques ad hominem, il a interrogé... Jamais fait d'attaque ad hominem? Je veux dire, à un moment, sur du politique ou sur des faits. C'est-à-dire, quand vous dites, Monsieur Nagui, vous avez obtenu telle rémunération... À un moment, c'est le concept d'une démocratie, hein, c'est une commission d'enquête. Si on est là pour être des bénis oui-oui, voilà, à un moment, une commission d'enquête, ce sont des pouvoirs qui devraient et qui doivent être des pouvoirs d'enquête. On doit pouvoir faire des contrôles sur place et sur pièce. C'est des témoignages qui sont sous serment. Alors, c'est pas un tribunal, mais on est à un mélange entre, bien entendu, un travail parlementaire standard et un travail d'enquête que pourrait faire un magistrat, un juge d'instruction. Et aujourd'hui, moi, je m'inquiète surtout de voir que certains documents qui avaient été promis à Charles Aloncle, notamment par M. Nagui, par d'autres, n'ont pas été fournis. C'est un mépris total du rôle des parlementaires et du rôle d'une commission d'enquête. Au Rassemblement national, est-ce que vous êtes toujours favorable à la privatisation de l'audiovisuel public? Oui, il n'y a pas de changement. Marine Le Pen l'avait exprimé en 2022 avec un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire de maintenir une chaîne internationale, de maintenir une chaîne pour l'outre-mer, de mettre pour les chaînes privées des engagements de service public, d'information, parce que vous le savez que toute chaîne aujourd'hui a un cahier des charges à respecter, même si c'est une chaîne privée. Il y a des engagements de service public, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura un débat au Parlement pour trouver cet équilibre qui permet notre démocratie de fonctionner. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, une démocratie comme la France n'a pas besoin d'avoir, dans tous les cas, un service public pléthorique comme il existe actuellement. Thomas Ménager, lundi, en déplacement dans un hôpital en Ariège, Emmanuel Macron a dénoncé la situation des médecins étrangers hors Union européenne en France. On a besoin de ces hommes et ces femmes qui servent le pays, a déclaré le président. Pour eux, c'est souvent un parcours du combattant. S'ils n'ont pas certaines équivalences, s'ils sont mal payés, pas considérés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président? On a besoin de ces médecins et il faut mieux les traiter. Alors, mais je suis d'accord avec le président de la République. Oui, on a besoin de ces médecins, mais à cause de qui? À cause de tous les gouvernements successifs qui ont fait qu'on n'avait
on n'a pas formé assez de médecins dans notre pays. Et moi, je regardais, quand cette polémique est sortie, j'ai regardé les chiffres. Il y a un tiers des médecins marocains qui viennent en France. Il y a au Nigeria un médecin pour 15 à 30 000 habitants. Le Nigeria a même réfléchi à une proposition de loi pour interdire à ces médecins, pendant une période, de venir en Europe. C'est une forme de néocolonialisme où on va, excusez-moi du peu, voler des médecins. Donc c'est les ça qui vous attirer. dérange ? Moi, c'est ça qui me dérange. C'est de se dire qu'on en est fier. Moi, je suis très heureux quand il y a des médecins qui viennent, et je le vois dans l'agglomération montargoise, sur mon centre hospitalier. S'il n'y avait pas les médecins étrangers, malheureusement, rien ne tiendrait. Mais ce n'est absolument pas une fierté. Il faut bien entendu que ces médecins qui arrivent et qui sont en France soient Il faut traités, améliorer leur soient situation. accompagnés. Après, ils doivent passer et répondre aux formations, aux règles, pour que la qualité sanitaire de notre pays, la qualité du soin soit maintenue. Mais moi, ça me déprime, ça me révolte de voir qu'on est fier, et comme si c'était la France se grandissait. Non, la France s'abaisse quand elle va voler ces médecins qui seraient bien utiles pour sauver, pour soigner un certain nombre d'Africains qui, eux aussi, ont des problèmes de santé. En toile de fond de l'agacement du président de la République, il y a la relation avec l'Algérie, parce qu'il échangeait avec notamment un médecin algérien et que la majorité de ces médecins étrangers vient de ce pays. Emmanuel Macron a critiqué, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie, ce que l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris pour lui. Vous aussi, vous le prenez pour vous ? Vous êtes un parti de maboules au Rassemblement national ? Oui, enfin, les propos un peu outranciers d'Emmanuel Macron, comme l'a dit Marine Le Pen, on a l'impression que c'était du Trump quand il s'était exprimé. Nous avons une vision claire, c'est-à-dire que l'Algérie ne doit pas, malgré l'histoire, et aucun fait historique ne peut laisser un pays piétiner la France et ne pas accepter ses ressortissants quand il y a des OQTF. On a quand même eu un certain nombre de faits, que ce soit le tueur de Mulhouse, que ce soit la tueuse de la petite Lola, qui ont fait que l'Algérie doit, dans une relation apaisée avec la France, et il faut qu'il y ait un bras de fer, si elle ne veut pas apaiser ses relations, reprendre ses ressortissants, parce que l'Algérie touche aussi de l'aide publique au développement. Il y a un certain nombre de visas qui sont donnés à des dignitaires pour venir se faire soigner en France. Donc il y a aussi un certain nombre de leviers dans nos relations, dans une relation de fermeté, mais l'idée, c'est pas de couper les ponts totalement avec l'Algérie, mais à un moment que le rapport de force se mette en place pour qu'il y ait des relations qui soient plus équilibrées. Mais justement, là, les expulsions vers l'Algérie de personnes sous OQTF ont repris avec la délivrance de laissez-passer consulaires, ce document indispensable pour envoyer un ressortissant étranger. C'est une information France Info. Est-ce que c'est pas la preuve que la méthode du président d'avoir un dialogue avec Alger fonctionne ? Alors là, ça vient de sortir. Alors c'est au compte-gouttes, et tant mieux. Je ne sais pas le nombre qui ont été donnés, mais dans tous les cas, c'est pas parce que vous menacez, vous faites un bras de fer et que vous mettez un certain nombre de mesures que vous ne nouez plus de dialogue. À un moment, il y a un équilibre. Je pense que ça fait trop longtemps que cela dure. Tant mieux si on commence à avoir les débuts des premiers résultats du dialogue et d'une forme de soumission d'Emmanuel Macron dans un premier temps à l'Algérie. Mais voilà, il y a un travail diplomatique qui doit être fait. Mais dans la diplomatie, il y a aussi la nécessité parfois d'avoir des rapports fermes, de vérité, et de mettre un certain nombre de mesures quand il le faut. En pleine opération séduction du Rassemblement national auprès des patrons, on en parlait tout à l'heure. On apprend dans Libération que la musicienne Hélène Arnaud, épouse du président de LVMH Bernard Arnault, voterait Jean-Luc Mélenchon en cas de duel entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Il y a encore du travail, Thomas Ménager ? Vous savez, son avis ne compte pas plus que l'avis de n'importe quel Français. Elle n'a aucune, à ma connaissance, compétence particulière pour analyser le programme. Voilà. La différence avec tous les autres Français, c'est qu'elle sera dans un jet privé pour partir à l'étranger avec son épouse si Jean-Luc Mélenchon était élu. Donc je peux comprendre peut-être qu'elle votera Jean-Luc Mélenchon, mais elle n'en verra jamais les impacts économiques, les impacts sécuritaires pour le pays. Voilà, c'est son opinion. Après, je veux dire, faut pas tout politiser. Je crois que c'est une artiste. C'est vous qui me dites voilà. qu'elle prendrait un jet. Ben oui, mais est-ce que enfin, ça à un dit moment, pas... voilà, elle a le droit de s'exprimer. On est en démocratie. Mais ce que ça dit, c'est peut-être qu'il y a a encore beaucoup de Français qui vous rejettent et que certains préféraient voter LFI. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on, dans les instituts de sondage et aux élections, on ne fait pas 100%. Et c'est la beauté de la démocratie. Donc oui, il y a encore un certain nombre de Français qui sont inquiets. Il y a encore un certain nombre de Français qui ont des doutes, mais comme sur tous les autres partis politiques, mais moins de doutes pour nous, puisqu'on est aujourd'hui en tête dans les sondages. Mais on va travailler, continuer à expliquer notre projet, continuer à rassurer, à casser un certain nombre de caricatures, d'images qui sont véhiculées, et on essaiera de rassurer. Ça sera le concept de l'élection présidentielle qui arrivera dans quelques mois. Merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Majid. À demain.